On est sur le point de vivre le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Une fortune absolument colossale va changer de main. Et ça soulève une question fondamentale pour nous tous. Est-ce que la réussite, ça s'hérite ou ça se mérite? Alors voici ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va prendre la mesure de ce véritable déluge de richesse. Puis, on explorera ce conflit entre hérité et mérité. On décortiquera un malentendu fiscal assez surprenant. On essaiera de comprendre la psychologie derrière tout ça, et enfin on regardera quelles sont les pistes pour réécrire les règles du jeu. Allez, on y va. Et pour commencer, un déluge de richesse. La question à 1000 milliards d'euros. Et vous allez voir, le terme n'est pas du tout exagéré. 9 000 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. C'est le patrimoine gigantesque que la génération du baby-boom s'apprête à transmettre. Une fortune qui s'est construite pendant les Trente Glorieuses avec la forte croissance et bien sûr avec l'envolée des prix de l'immobilier. Et attention, ce chiffre, c'est juste pour la France. C'est tout simplement colossal. Mais au fond, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Ce que cette phrase nous dit, c'est que ça change les règles du jeu de la réussite. On bascule peut-être vers une société où le point de départ dans la vie, ce qu'on reçoit, devient bien plus important que le parcours, que les efforts qu'on fournit. En gros, la ligne de départ risque de compter plus que la course elle-même. Et justement, parlons-en, ce choc des richesses vient complètement percuter l'idée de méritocratie, cette idée qu'on réussit à la sueur de son front. Voilà, le conflit il est là, noir sur blanc. D'un côté, on a l'idéal de la réussite par le talent, la motivation, le travail, ce qu'on mérite. Et de l'autre côté, on a la réalité de ce qui nous est donné à la naissance, les privilèges, un certain statut social, un patrimoine, ce dont on hérite. C'est tout le dilemme. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Regardez ces chiffres. Aujourd'hui, en France, 60% de la totalité du patrimoine est issu d'un héritage. Pour se rendre compte du changement, il faut savoir que dans les années 70, c'était à peine 35%. Le basculement vers cette société d'héritiers, il n'est pas pour demain, il est déjà là. Et la conséquence de tout ça, elle est directe et elle est fondamentale. C'est tout le principe de l'égalité des chances, un pilier de notre société qui est attaqué. Parce que soyons logiques, si c'est la naissance qui détermine la destinée, à quoi bon parler d'égalité des chances? La promesse n'est plus tenue. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on régule ça? On va parler de l'outil principal, l'impôt sur les successions. Et vous allez voir, il y a un très grand malentendu autour de cet impôt. Intuitivement, on pourrait se dire, vu que les inégalités liées à l'héritage augmentent, les gens doivent soutenir cet impôt, non? Eh bien, pas du tout. C'est même l'inverse. Près des 3/4 de la population souhaitent que les droits de succession soient allégés. C'est un vrai paradoxe. Alors cette opposition massive nous amène à une question toute simple, mais cruciale. Au fond, qui paie vraiment cet impôt? Est-ce que l'idée qu'on s'en fait correspond à la réalité du terrain? Et voilà la réponse. Et elle est assez surprenante. 86%, c'est la part des successions en ligne directe, donc de parents-enfants, qui ne paient 0 € d'impôt. Rien du tout. Comment c'est possible? Grâce à des systèmes d'abattement. Ce qui veut dire, et c'est fou, que l'immense majorité des gens qui craignent cet impôt ne le paieront en fait jamais. Du coup, si ce n'est pas une question d'argent pour la plupart des gens, pourquoi est-ce que cet impôt est si impopulaire? Eh bien, c'est là qu'on touche à quelque chose de beaucoup plus profond. L'explication, elle n'est pas dans le portefeuille, elle est dans le cœur, c'est de la psychologie. En fait, tout ça est très émotionnel. D'abord, on l'appelle l'impôt sur la mort, ce qui est psychologiquement très violent. Ensuite, ça vient réveiller des choses très intimes, parfois des conflits de famille, un sentiment de culpabilité. C'est aussi un acte symbolique très fort. Pour celui qui donne, c'est la dernière façon de protéger ses enfants. Pour celui qui reçoit, c'est un moyen de faire son deuil. Et au milieu de tout ça, l'État est vu comme un intrus, qui vient se mêler d'un moment qui devrait rester privé, familial. C'est bien plus qu'une question de chiffres. D'accord, on a vu le problème, le paradoxe, la psychologie, mais alors, on fait quoi? L'analyse ne se contente pas de faire un constat. Elle propose aussi des pistes très concrètes pour réécrire les règles et adapter notre système aux réalités d'aujourd'hui. Alors voilà quelques-unes des idées avancées. D'abord, créer un vrai statut pour les beaux-parents, pour que la loi reconnaisse enfin la réalité des familles recomposées. Ensuite, revoir certains avantages fiscaux qui favorisent la transmission d'entreprises familiales pour encourager plutôt l'émergence de nouveaux entrepreneurs. Et enfin, revenir à une fiscalité vraiment progressive pour éviter la constitution d'une caste de rentiers. On le voit, ce ne sont pas des petits ajustements, c'est un vrai projet de société. Et au final, on en revient toujours à cette question centrale, hériter ou mériter. Est-ce qu'on se dirige vers une société où le patrimoine se concentre et dicte les destins, ou est-ce qu'on choisit de préserver un idéal où le talent, l'effort, le mérite ont encore et toujours leur mot à dire? La question en tout cas est posée.